Ah, vous ici. Bonjour et bienvenue alors, pour le troisième épisode des personnages illustres, où aujourd'hui je vais vous parler d'un célèbre corsaire dunkerquois, Jean Bart. Alors pour commencer, Jean Bart est né à Dunkerque le 21 octobre 1650, et il va être baptisé le lendemain. Jean Bart vient vraiment d'une famille de marins, vraiment une famille de marins comme on en trouve à Dunkerque. Et Dunkerque est alors une simple petite bourgade qui vit essentiellement grâce à son port. Et ainsi, le jeune Jean va vivre le début de sa vie, sa jeunesse, dans une ville de Dunkerque qui n'est pas encore une ville française à proprement parler, car elle va être française que bien plus tard, sous la conquête de Louis XIV, pendant la bataille des Dunes que Turenne va remporter, le général Turenne va remporter le 23 juin 1658. Ainsi, à ce moment-là, Dunkerque sera française. Mais bon, Jean Bart n'avait que 8 ans à cette époque. Et donc en 1662, le jeune Jean, qui n'a alors que 11 ans, commence sa carrière de marin comme mousse, donc vraiment au plus bas de l'échelle, sur un navire de contrebande, commandé par Jérôme Valbu. Un homme instruit, surtout en astronomie, ce qui est important pour être capitaine d'un navire à l'époque, car on se repère essentiellement aux étoiles. Et donc, tous ces savoirs vont vraiment forger une éducation pour Jean Bart, ce qui va vraiment lui apporter pas qu'une expertise militaire, mais aussi une vision, ce qui forge vraiment le personnage. Et donc, avec ce navire et cet équipage, le jeune Jean va effectuer ses premières sorties en mer, mais en 1666, une grave nouvelle. Jean va le toucher personnellement. Alors que son père est tué lors d'un assaut contre les Anglais, pour les Hollandais, parce que son père était marin pour les Hollandais, à l'époque, la flotte française étant moins prestigieuse, moins importante, et vu que Dunkerque était proche des Provinces-Unies, appelées aussi la Hollande. Donc Jean décide de se mettre au service d'un amiral hollandais, l'amiral Ruyter, qui est très important, car c'est lui qui va vraiment lui forger un côté de marin, lui forger son expérience. Et oui, ainsi les Anglais, en ayant tué le père de Jean Bart, vont réveiller un monstre endormi. Et qui va causer énormément de pertes pour les Anglais. Ainsi, Ruyter va confier à Jean Bart après... Donc pour preuve que Jean Bart va exceller sous la marine hollandaise, va montrer tout son courage, il va participer avec les Hollandais en juin 1667 au raid de Medway, où la flotte hollandaise va réussir à remonter une partie de la Tamise pour essayer de faire craindre Londres. Mais après ce raid va provoquer vraiment une peur chez les Anglais, qui ont signé un peu plus tard le traité de Breda, mettant fin à cette guerre entre Hollandais et Anglais. Et ainsi Ruyter va confier plus tard à Jean Bart un petit navire, un brigantin, qui est un navire très petit, mais qui est déjà pas mal pour un jeune marin comme Jean Bart.
même s'il n'est pas si jeune à cette époque. Et ce brigandin sera surnommé le Canard Doré. Oui, il y aura plusieurs noms, d'autres marrants, d'autres trop un peu sérieux quand même, un peu honorifiques, on va dire. Donc lorsque la guerre de Lande va éclater, Jean Bart, qui servait alors encore en Hollande, va donc devoir revenir en France, accompagné de son ami Charles Kayser. Ouais, les noms, faut pas m'embrouiller là-dessus. Je suis pas très fort là-dessus. Donc, en 1673, il va embarquer comme second à bord d'un navire, l'Alexandre, sous les ordres du Capre, Willem Dorn. Capre, son capitaine, son chef. Pour pratiquer ce qu'on va appeler la guerre de course. Et c'est ce qui va vraiment forger son caractère de corsaire. Car les corsaires, c'est ce qu'ils faisaient. Ils faisaient une guerre de course contre leurs ennemis. Et c'est ce qui va vraiment enseigner l'art d'être un corsaire. L'année suivante, il va commander un autre navire. Et en fait, ces navires, ça va augmenter le nombre, la taille et le nombre de canons. Plus il va acquérir de l'expérience. Donc il va commander un nouveau navire, le Roi David, qui est une galiote armée de 2 canons. Puis le 2 avril 1674, il va s'emparer de sa première prise, un dogre hollandais, l'Homme Sauvage, c'est encore le nom du navire. Et il va faire 7 prises pour 260, qui correspondent environ à 260 000 livres. Après, il va continuer à exercer son savoir-faire, son métier de corsaire, pour continuer la capture de bateaux pour le compte du roi de France. Mais du coup, je vais quand même vous expliquer ce que c'est la pratique d'être un corsaire. C'est que un marin possédant un navire ou étant à son compte peut demander une lettre de marque, ce qu'on appelle une lettre de marque au roi de France, pour ensuite permettre de chasser et de capturer et d'attaquer les navires ennemis du royaume de France ou d'un autre royaume. Ça peut être le cas aussi pour les Anglais, pour les Hollandais et autres. Donc ça peut permettre de chasser les ennemis, les navires ennemis. Ce qui permet aussi de gonfler les rangs de la marine française, qui à l'époque était maigre quand même. Mais donc du coup à Dunkerque, là, pour en revenir à Jean Bart, à Dunkerque du coup quand il va revenir, Dunkerque va être vraiment va commencer à être un bastion de corsaires. Et la pratique de la course et la guerre de course va vraiment devenir monnaie courante. Et donc du coup, avec 4 autres corsaires, Jean Bart va battre une flotte de navires marchands à Ostende dans un combat féroce qui va durer environ 3 heures. Et donc après, pour l'année 1676, le nombre de prises effectuées va encore monter Il va s'élever à environ 17, ce qui n'est pas un nombre dérisoire pour un corsaire. Et donc il va commencer à attirer l'attention d'une puissante personne à cette époque, qui est le ministre de la Marine, Colbert, qui est aussi l'inventeur du colbertisme, et du roi lui-même, qui va lui envoyer une chaîne d'or en récompense, un peu comme ma chaîne là, un peu comme mon collier mon collier promotionnel. Ça va couper ça. Donc il va lui envoyer quelque chose de prestigieux. Bon, c'est moins prestigieux que ça quand même, mais bon. C'est quand même un symbole. Et donc du coup, avec cette récompense, cette chaîne en or, ça montre quand même que petit à petit, Jean Bart va se faire reconnaître par le roi, mais pas après par le reste des nobles, malheureusement. Et donc, comme quoi la guerre récompense quand même les vainqueurs, mais pas les perdants.
parce que en 1677, je continue, hein, Jean Bart va prendre le commandement de la Palme, une frégate de 24 canons, ce qui est déjà un nombre pas dérisoire. Hein. Et donc Jean Bart prend ainsi le commandement d'une flottille de 6 navires en tout, 6 navires. 6 navires, oui. Avec cette flottille, donc Jean Bart va s'emparer d'une vingtaine de navires hollandais, un nombre au large des îles du Texel en juin 1678. Donc la petite escadre de 4 navires. Donc après la petite escadre de 4 navires, quand on n'est toujours pas à Jean Bart, va s'attaquer au Schiedam, qui est une frégate de 24 canons, de la flotte hollandaise toujours. Et Jean va être gravement blessé durant ces combats, aux mains, au visage aussi, et par l'explosion d'une grenade. Et oui, ça existait déjà à cette époque. T'arrêtes pas les innovations. Et donc un boulet de canon va aussi lui emporter une partie de ses jambes, ce qui va l'handicaper énormément, mais ce qui va pas lui relever de son courage et de sa ténacité. Mais bon, néanmoins, malgré ce navire qui va être remorqué à Dunkerque, capturé du coup, le 10 août, la France et la Hollande vont signer un traité très important, le traité de Nimègue, mettant fin ainsi à la guerre de Hollande, qui a presque englobé, qui est presque devenue une guerre européenne. Presque. Au début, c'était une guerre en Hollande, mais après, ça s'est étendu. Et donc, avec la paix, Jean Bart va s'engager dans la marine royale, comme beaucoup de marins à cette époque, sous les conseils de Vauban, encore lui, qui conseille aussi, qui n'est pas que le chef du précaré, qui connaît quand même énormément de personnes dans son état-major. Revenons-en à Jean Bart, qui, après, en 1688, la guerre guette. La France, alliée au Danemark et à l'Empire ottoman, déclare la guerre à la Ligue d'Augsbourg, qui est composée de l'Angleterre, de l'Allemagne, des États allemands, différents États allemands, de l'Espagne, des Pays-Bas, appelés aussi à cette époque Provinces-Unies, et de la Savoie et de la Suède. Ce qui en fait quand même pas mal de pays contre une alliance qui est presque un contre deux presque. Ou un contre, je sais pas. Et donc Jean Bart part avec un certain Claude de Forbin, noble, en gros, pour escorter un convoi de marchandises dans la Manche. Malheureusement, après s'être fait d'abord attaquer par un corsaire hollandais, il va encore se faire attaquer un peu plus loin, près de l'île de White, donc en Angleterre, pour les côtes anglaises. Et donc, par 2 vaisseaux anglais de 50 canons chacun. Et ainsi, après cet affrontement, ils vont se faire capturer et enfermer en Angleterre à Plymouth. Mais l'aventure n'est pas terminée, car ils arrivent à s'échapper et à rejoindre la France en 3 jours à la rame. Eh oui, 3 jours de galère pour nos braves marins. C'est pas rien. Mais le 20 juin, le 1689, Jean Bart est nommé alors capitaine des vaisseaux, grâce à cet exploit, par le roi, capitaine des vaisseaux du roi. Ce qui montre quand même son dévouement, aussi bien dans la marine royale que comme corsaire. Et donc le 13 octobre de la même année, pour parler un peu de sa vie, il va épouser en seconde noces Jacqueline Tuge, mais je suis pas fort pour les noms. Et ensuite, à la tête de 3 frégates légères, pour en revenir à sa carrière militaire, il va s'emparer, près des côtes de Hollande, d'une galiote transportant des troupes pour le prince d'Orange, qui résistait alors aux troupes françaises en Hollande. Oui, parce que la Hollande à cette époque était encore en résistance contre les Français. Et donc une année après, il va prendre le commandement d'une frégate, l'Alcyon, au sein de la flotte conduite par un amiral très en vogue, très connu à cette époque, l'amiral Tourville, qui commande alors la flotte du Levant. La flotte du Levant, un peu au sud de la Turquie, pour ceux qui voient.
Et donc les Français vont devoir combattre les forces navales combinées de l'Angleterre et de la Hollande, ce qui est pas rien. Et donc Jean Bart va prendre part à la bataille du Cap Bévesier, Bévesier, qui va être remportée par Tourville, qui est une bataille énormément connue pour la marine royale à cette époque, le 10 juillet 1690. Et oui, Jean Bart a quand même participé à des batailles qui sont rentrées dans l'histoire, dans la grande histoire. Et ainsi, il va aussi participer à la fameuse campagne dite du Large, encore effectuée par l'illustre amiral Tourville, entre juin et août 1691. On pourrait vraiment dire qu'il perdait pas le large. Hein. Mais cette bataille et cette campagne ne vont pas vraiment faire distinguer Jean Bart tellement, car il a un autre grand projet en tête, celui de nuire au commerce hollandais, car la Hollande résiste que grâce à son commerce, sauf aussi sans l'aide des Anglais, encore. Et donc du coup, il pense, avec sa tactique toujours de la guerre de course, d'attaquer les navires marchands hollandais pour vraiment ruiner leur commerce. Et donc son projet va être accepté alors par le ministre de la Marine de l'époque, Pontchartrain. Et donc Jean, accompagné de son ancien ami Claude de Formand avec qui il s'était évadé, va dès 1690 et 1793 détruire plus de 150 buses arrangères hollandaises. En gros, c'était bateaux de pêche à harengs pour affamer leur pays. Ce qui va quand même lui valoir parler aux Hollandais du titre de Maxima Pirata. Ça montre quand même qu'il était craint par ses ennemis. Mais après être retourné à Dunkerque, il va se faire piéger par une flotte de 40 vaisseaux anglais. C'est pas rien. Hein. Mais pendant la nuit, il va quand même réussir à s'échapper de la rade du port avec 7 frégates. Et dès le lendemain, il va s'emparer de 4 bâtiments chargés de marchandises pour la Russie et de 2 navires d'escorte anglais. Mettant ses prises à l'abri dans un port en Norvège, qui est alors neutre, qui est alors en paix avec la France. Et donc Jean Bart va reprendre la mer ensuite pour s'emparer d'une flotte de pêcheurs hollandais et du navire de guerre qui l'accompagnait. Et après, dans la foulée, il s'arrête pas. Hein. Il va continuer à piller quand même les côtes de l'Écosse pour toujours inquiéter les Anglais, pour toujours leur faire peur. Il va quand même piller sur le passage un château et assangé 4 villages. Pas rien. Ainsi, on comprend pourquoi Jean est un des plus grands, voire le plus grand corsaire, en tout cas dans le secteur de la mer du Nord. C'est sûr qu'il est craint et respecté dans ces mers-ci, dans la mer du Nord. Donc toujours qu'on comprend toujours son titre de Maxima Pirata donné par les Hollandais. Et donc pendant ce temps-là, en France, on commence à entendre parler de ce corsaire du Nord, ce corsaire de la mer du Nord. Et donc le roi Louis XIV va décider en 1692 de l'inviter à la cour du château, comme beaucoup de nobles qui ont combattu. Mais Jean Bart, il n'est pas un noble. Donc il va se faire un peu renier et non respecté par les nobles de la cour, qui le voyaient un peu comme un simple marin. C'est ce qu'il était. Mais bon, il va quand même reprendre les combats et devenir vraiment la terreur des océans. Et donc en 1693, il retourne en mer aux commandes d'un navire de 62 canons, ce qui n'est pas rien, il a vraiment augmenté en nombre de canons et en taille de navire. Et ce navire va être surnommé le Glorieux, un nom bien honorifique quand même, et qui est encore commandé par l'amiral de Tourville. Et après les combats près de Lagos, bon, je pense pas que c'est le Lagos qu'on connaît en Afrique, ça doit être un autre, je pense, moins connu. Avec la prise du convoi de Smyrne, encore un drôle de nom ça, il va quitter la flotte de l'amiral de Tourville. Et il va rencontrer près de Faro, donc il était
Il était tout seul, hein. Il n'y avait pas les alliés de l'amiral de Tourville et les autres navires. Pilote Faro 6 bâtiments hollandais, de 24 à 50 canons, tous richement chargés. Il va les contraindre à s'échouer et il va les brûler. Et donc après de retour à Dunkerque, il va prendre le commandement d'une escadre de 6 frégates pour récupérer une flotte chargée de blé pour le compte du roi. Et je vous parle pas d'argent, hein. À cette époque, le royaume de France a faim. La famine guette. On va y revenir. Et donc l'année suivante, la Ligue d'Augsbourg, toujours la Ligue d'Augsbourg, maintient un blocus sur la France. Et donc encore, pour en revenir, la famine guette toujours le royaume de France. Donc le roi achète alors une cargaison de blé à la Norvège, qui je le rappelle est en paix avec la France. Et donc le lendemain du départ de Jean à Dunkerque, il va rencontrer des navires marchands. Mais ils ont changé de pavillon sur le chemin. Donc, ce qui veut dire que les navires ont été capturés par les Hollandais, par 8 bâtiments de guerre hollandais. Mais Jean-Bart, n'a lu que 7 bâtiments, inférieurs en nombre de canons et en matériel, parce qu'il était censé escorter les convois, pas récupérer les convois, ce qui n'est pas la même chose. Donc il usait de son audace et de son charisme, ça, pour, après un combat acharné avec l'amiral hollandais Id Sjord de Vries, bien non hollandais ça, il va être grièvement blessé et capturé, l'amiral. Et il va quand même parvenir à reprendre la flotte et à la ramener en France, ce qui va l'amener dans un statut presque de héros. Et donc la menace de famine qui s'était estompée pour un temps va permettre de glorifier son honneur et son prestige encore plus. C'est bon, à ce moment que le roi commence à comprendre l'intérêt de ce corsaire. Et donc il va le roi va remettre à Jean-Bart le 19 avril la croix de chevalier de l'ordre de Saint-Louis, qui n'est pas une petite distinction quand même. Hein. Et donc on souvenir des combats du 29 juillet 1694, donc des combats dont j'ai parlé avant. Mais dans la lettre d'anoblissement, parce qu'il va quand même l'anoblir, le roi permet aussi à Jean-Bart d'arborer la fleur de lys, ce qui n'est pas rien pour un marin comme lui qui vient de rien finalement. C'est un simple marin. Ce qui lui montre bien l'honneur, le fait qu'il représente vraiment la France à travers ses navires. Mais la guerre elle n'est pas finie. Ainsi, en 1695, la flotte anglaise, qui va bombarder plusieurs ports et places fortes, dont Dunkerque, d'où partaient chaque jour plusieurs corsaires, pas que Jean-Bart. Et donc, Jean-Bart, avec sous ses ordres son fils, François Cornilbert, qui est alors très jeune, hein, il a que 18 ans, ils vont être chargés de la défense du fort de Bonne-Espérance, pas loin, je pense, qui va être proche de Dunkerque. Et donc il va parvenir avec des tirs d'artillerie à faire partir la flotte anglaise, en récompense de ses nouveaux services, à recevoir quand même une pension de 2000 livres, ce qui n'est pas rien pour l'époque. Et son fils va quand même être promu lieutenant de vaisseau à seulement 18 ans. Hein. À 18 ans seulement. C'est pas rien. C'est pas que pour son prestige, c'est aussi pour sa famille. Il entre vraiment dans l'histoire à ce moment-là. Et donc Jean-Bart va sortir de Dunkerque, début juin 1696, à bord du Mort, un navire, une frégate de 50 canons. Mais 14 vaisseaux ennemis vont essayer de lui fermer le passage, de lui barrer la route. Mais le corsaire Jean-Bart était alors libéré, prêt à déchaîner ses forces sur ses ennemis. Mais encore fallait-il trouver l'ennemi. Alors, le 17 juin 1696, sur les 7 heures du soir, il découvre au Doggerbank, à environ 16 lieues au nord du Texel, une flotte de 112 navires marchands venant de la Baltique, escortés par 6 vaisseaux de guerre hollandais. Ainsi, il faut une occasion à ne pas manquer. Mais Jean-Bart va apprendre, après avoir capturé le principal bâtiment, parce qu'il se concentrait toujours sur le bâtiment le plus important, le mieux armé, le Radius von Harlem de 44 canons. Après un violent combat, après avoir capturé le convoi,
il va se résigner à revenir à Dunkerque après avoir appris que... Non, pas d'abord à Dunkerque, mais il va d'abord se replier au Danemark, parce que la flotte anglaise était de sortie et était prête à l'intercepter. Ainsi, il va d'abord se réfugier avec son convoi au Danemark, puis après faire un retour à Dunkerque tout en passant le barrage de navires anglo-hollandais qui lui barrait la route. Et ouais, pas simple. Et donc après cette épopée maritime digne de digne de l'Odyssée, on peut le dire, et ben Jean-Bart va embarquer pour sa dernière expédition de corsaire. En effet, il va être chargé d'une mission de la plus haute importance. Escorter le prince de Conti en Pologne pour qu'il prenne la place de roi de Pologne pour mieux influer, pour mieux contrôler cette région du monde. Car à cette époque, la Pologne est convoitée par les Habsbourg, donc les puissances allemandes, et les Russes. Mais ses ennemis ont comme déployé 19 vaisseaux de guerre contre ces 10 malheureux vaisseaux. C'est vraiment une meute pour capturer juste un grand corsaire, un des grands corsaires de Louis XIV. C'est pas rien. Et donc Jean va décider de quitter Dunkerque dans la nuit du 6 au 7, 7 septembre et va franchir la mer du Nord dans une course effrénée. Une course effrénée avec ses ennemis pour enfin mouiller sa flotte à Copenhague pour quand même faire des haltes, des escales. Même si c'est pas la croisière s'amuse, faut bien se dire. Faut bien se le dire, c'est pas ça, mais bon. Le 26 du même mois, après des tempêtes et les navires ennemis qui ont été semés, il va quand même entrer avec son escadre dans la rade de Danzig. Il entre vraiment dans la Pologne, le territoire polonais. Mais le prince de Conti va voir son concurrent, Frédéric Auguste de Saxe, monter sur le trône de Pologne. Ainsi, les Allemands avaient capturé le trône de Pologne. C'était le début de la fin pour l'ingérence française dans la Pologne. Avant parce que après, ça va revenir sous la Révolution et Napoléon. Mais c'est une autre histoire. Et donc du coup, pour en revenir à l'escadre, elle va malheureusement repartir en France, repartir à Dunkerque, sans aucun gain. Mais bon, ça aura encore forgé une part de légende pour Jean Bart. Et alors, en 1702, une guerre de succession qui risque d'éclater en Espagne, Jean Bart est alors chargé d'armer une escadre à Dunkerque, comme il l'a beaucoup fait durant son histoire. Mais il va être atteint d'une pleurésie, qui est une maladie, et il va mourir chez lui le 27 avril 1702, à l'âge de 51 ans seulement. Mais ce qui est l'âge moyen pour l'époque. C'est sûr, ils n'ont pas les moyens médicaux de notre temps. Mais bon, son corps va quand même être inhumé pour cette légende de la guerre de course, va quand même être inhumé dans l'église Saint-Éloi de Dunkerque, où on peut encore retrouver une plaque avec une trace. On peut même retrouver les restes, parce que pendant la guerre, pendant la Première Guerre mondiale, l'église a quand même été bombardée. Et donc on va redécouvrir en fait les restes des os de Jean Bart. Et donc ils vont être bien reconduits dans l'église Saint-Éloi à Dunkerque. C'est ainsi la fin d'un des corsaires les plus connus de Louis XIV, mais aussi du corsaire le moins aimé des Hollandais comme des Anglais. Les Hollandais, il faut pas se rappeler qu'ils l'ont appelé quand même Maxima Pirata, ce qui n'est pas rien. Ainsi, dans sa ville de naissance, à Dunkerque, Jean Bart va porter quand même le nom de plusieurs places, rues et autres monuments encore. Et oui, une légende dunkerquoise, une légende du Nord. Comment un simple marin est devenu un noble prestigieux, presque légendaire. Aussi légendaire que d'autres marins, comme d'autres corsaires. Parce que Jean Bart a été effacé par d'autres corsaires plus importants et plus connus. Un des plus connus, c'est quand même Robert Surcouf, même si lui c'était plus récent, c'était sous Napoléon. Et ainsi, c'en est fini de ce 3e épisode des personnages illustres, où je vous ai raconté l'histoire de Jean Bart et de son épopée, de sa légende. Presque légendaire.
Et donc, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne En Marche à l'Histoire. Au revoir.